Dans cette capsule, on va travailler sur le chapitre 3, la diversification des êtres vivants et l'évolution de la biodiversité. On a vu donc plusieurs choses dans les différentes activités pratiques. Donc d'abord comment maintenir l'innovation, donc avec la sélection naturelle et la dérive génétique. Et ensuite, qu'est-ce qui permettait de définir une espèce et quels étaient les mécanismes qui permettaient d'arriver à obtenir de nouvelles espèces. Voilà, quels mécanismes évolutifs sont à l'origine d'une modification des populations en cours des générations et conduisent à la formation de nouvelles espèces et la disparition d'autres. Voilà ce qu'on va essayer de voir. Alors je commence avec une situation un petit peu virtuelle, donc qui permet de comprendre la sélection naturelle. Je l'ai déjà dit à plusieurs et je pense qu'à chaque fois, quand on parle de sélection naturelle, il faut penser à la descendance et à la diversité de la descendance. Et ensuite, prenons le cas, par exemple, de ce couple de chats qui ont cette descendance que je qualifierais de virtuelle, avec certains qui ont des mutations, d'autres qui ont une diversité allélique qui a donné une diversité phénotypique, et une autre peut-être mutation nouvelle qui permet d'avoir un pelage zébré. Dans cette mutation, on va passer au crible de l'environnement, des prédateurs, de l'alimentation. On verra tout à l'heure les différents facteurs qui permettent de faire une sélection naturelle. Et donc certains vont être conservés, vont être favorisés, vont donc pouvoir se reproduire. J'ai considéré dans l'exemple que c'était ce chat. C'est vrai que ça, c'est valable au moment donné où on considère l'exemple. Par exemple, ici, on est au Groenland, de façon virtuelle, encore une fois, et on peut considérer donc que cet individu va être favorisé et qui va pouvoir transmettre ses allèles dans sa nombreuse descendants. 3 facteurs sélectifs environnementaux vont être considérés, donc la prédation, l'alimentation et la reproduction. Dans tous les cas, c'est pas le plus intelligent ou le plus fort qui va survivre, mais on va dire l'espèce qui est capable d'avoir un changement qui lui permet de s'adapter à l'environnement. C'est ce que Darwin disait quand il disait "It is the one that is the most adaptable to change". C'est pas celui, l'individu évidemment, mais bien l'espèce qui est capable d'avoir une descendance parmi lesquelles certains vont être mieux adaptés. Donc cette situation s'est retrouvée dans le 19e siècle et au 20e siècle pour expliquer donc l'évolution des populations. Vous avez ici sur la photo du haut donc deux photos, donc vous avez quatre phalènes du bouleau. Alors il y en a deux, vous voyez très bien, évidemment, la blanche sur fond noir et la noire sur fond blanche. Si ici on a un tronc qui est pollué, ici un tronc qui est plein de lichen clair, les polluants font disparaître, faire disparaître les lichens. Donc évidemment les prédateurs vont bien plus facilement voir voir et manger ces formes claires dans un cas, ou les formes foncées dans l'autre cas. Donc pour bien comprendre la sélection naturelle, il faut considérer que un individu, un couple de papillons, va dans sa descendance, même s'ils sont tous les deux de couleur foncée, vont avoir un certain nombre d'individus qui vont être malgré tout clairs, même si le pourcentage sera faible, il y aura un certain nombre d'individus qui seront clairs, et si les conditions environnementales changent, eh bien c'est les clairs qui seront favorisés et qui vont pouvoir transmettre leurs allèles. C'est l'inverse qui s'est passé au 19e siècle, où les troncs sont devenus foncés et où c'est l'allèle foncé qui s'est développé dans les populations. On peut faire une simulation avec ce logiciel, donc évolution allélique, qui permet de considérer l'évolution des allèles donc pour un individu, donc une population hétérozygote, et en fonction des génotypes, on peut considérer ce qu'on appelle une valeur sélective, c'est-à-dire une capacité pour les individus à transmettre leurs allèles à la descendance. Plus cette valeur sélective est proche de 1, plus ces individus sont capables de se reproduire facilement et de transmettre leurs allèles. On considère ici donc un milieu pollué dans lequel les blancs, donc TT homozygotes, vont avoir une valeur sélective plus faible. Et on a ici donc l'évolution statistique de la fréquence de la LC qui, au bout d'une dizaine de générations, se retrouve largement dominante, supérieure à 90%. On constate ici qu'il n'y a pas une disparition totale de l'allèle qui n'est pas favorisé.
qui va être conservé dans la population. L'exemple suivant qui concerne donc encore une fois la prédation avec l'influence de l'homme sur l'évolution d'une population, avec encore une fois lié au hasard un certain nombre d'individus qui peuvent naître sans défense. Ces individus vont être favorisés dans le cas où il y a un braconnage, une chasse odieuse qui va se perpétrer sur ces éléphants, et qui va favoriser ces éléphants sans défense. Un autre exemple où l'homme intervient, donc quand il déverse des insecticides, attention, c'est pas les insecticides qui vont créer les mutations, c'est les mutations qui existent au départ, la diversité, il faut bien comprendre ça à chaque fois, c'est une diversité phénotypique, génétique, les deux étant liés, qui va arriver suite à dans une descendance, et c'est ensuite l'environnement qui va faire le filtre. Donc autre critère donc de sélection, l'alimentation, avec l'exemple classique là aussi de la girafe, alors classique mais pas toujours facilement explicable. On commence bien sûr avec un couple. Dans un couple, on considère une descendance diverse. Parmi cette descendance, il y a certains qui auront un long cou, d'autres un cou moyen, d'autres un petit cou. Seuls ceux qui vont avoir un long cou vont pouvoir se nourrir, donc survivre, et donc se reproduire et transmettre ainsi leurs allèles à la descendance. Et c'est bien évidemment cette théorie donc darwinienne qui permet donc d'illustrer cette variation au niveau donc de ces girafes. Et surtout, ne rentrons jamais dans l'explication qui permettrait de dire que la girafe va se motiver, réaliser des efforts pour pouvoir s'étirer, et que c'est cet étirement qu'elle va acquérir au cours de sa vie qui va être transmis à sa descendance. Cette vision évidemment est fausse, et il faut se l'enlever de la tête quand il s'agit d'expliquer des modifications morphologiques dans l'évolution. Un exemple encore une fois très classique avec les pinsons du Galapagos, donc que Darwin avait étudié et dont il avait montré la liaison entre la forme du bec et l'alimentation. Une étude plus récente a montré l'importance de cette forme du bec et l'évolution de la forme du bec en fonction de l'alimentation. Entre 76 et 77, on a cette période de sécheresse avec une moins de graines, donc une population qui va diminuer, une grosse mortalité, et paradoxalement, eh bien, on a un certain nombre d'individus qui vont survivre évidemment, et ceux qui survivent, et ceux qui vont ensuite donc se reproduire, c'est ceux qui vont avoir un bec bien plus épais, évidemment, en relation avec des graines qui vont être relativement dures dans cette période de sécheresse. Peu de graines, mais des graines dures, peu de pinsons, mais les pinsons qui survivent sont avec un bec plus fort. Tout étant lié, on a ici une population qui évolue en temps réel, d'une année à l'autre, donc sur un caractère. Donc dans cet exemple, on a montré l'importance du facteur reproduction dans la sélection naturelle. Ici, on a une sélection des individus en fonction de la longueur de leur queue. On l'a montré expérimentalement quand on raccourcit la queue ou qu'on a une queue qui va être rallongée au contraire. On a une visite plus importante des mâles. Donc les mâles vont vont favoriser donc autre élément important qui permet de comprendre la sélection naturelle, le crible réalisé par la reproduction. Ici, une expérience a été menée pour savoir quelle était l'influence de la longueur de la queue des mâles sur la quantité de leur descendance. On a expérimenté, on a coupé la queue, on a rallongé la queue, et on constate que les mâles qui ont la queue plus longue vont avoir une descendance plus importante. Alors un autre élément très important qui permet le maintien de l'innovation, simplement non plus lié à un facteur environnemental, mais lié
au hasard, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Alors ceci s'applique sur des populations qui vont être de petits nombres, et dans ces populations à nombre restreint, eh bien il y aura une variation allélique très forte, comme on le voit dans cette simulation sur ce petit logiciel qui s'appelle l'évolution allélique. Quand on considère une population faible effectif, eh bien très rapidement, parmi les deux allèles, il y en a un qui va se retrouver réduit à néant. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, c'est le hasard qui décide. Le hasard des croisements, on considère ici donc évidemment des allèles qui n'ont pas de prise, dont la sélection naturelle n'a pas de prise sur eux, et qui vont donc appartenir à une population faible qui s'isole d'une population originale. Par contre ici, vous voyez, 5000 individus donc dans la population de départ, eh bien la proportion des allèles ne varie pas et il reste toujours les deux allèles présents dans la population. Donc c'est cette dérive génétique qui permet d'expliquer la présence en Amérique du Sud de l'allèle O en très forte proportion. Quasiment tout le monde, tous les individus originaires de l'Amérique du Sud sont porteurs sont homozygotes O. Ceci à cause de la dérive génétique qui s'explique par une population donc qui provient de l'Amérique du Nord il y a 20 000 ans, faible nombre, un faible effectif. Et après croisement et hasard, eh bien seul l'allèle O s'est retrouvé dans la population sud-américaine. Voilà, on retiendra que la dérive génétique c'est une variation aléatoire et qu'elle est marquée quand l'effectif qui s'isole est réduit. On définit ainsi donc l'évolution qui est la transformation des populations qui résulte des différences de survie et du nombre de descendants. Alors maintenant, comment se fait l'évolution des espèces? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, on peut la définir par deux individus qui se ressemblent. Alors, par contre, ça peut être un petit peu trompeur. On le voit ici avec ces poissons qui vivent dans des lacs différents, qui font partie d'espèces différentes et qui pourtant se ressemblent. Ou ces deux poissons, donc le poisson cocher et l'idole des morts, qui sont très proches morphologiquement. À l'inverse, deux individus qui sont morphologiquement très différents et qui font partie de la même espèce, l'un est le mâle, l'autre. Donc la morphologie est un critère important, donc il faut faire attention, mais la biologie en est un aussi. Donc le critère d'interfécondité, c'est un critère qui a été utilisé historiquement très rapidement pour expliquer que des individus appartenaient à la même espèce quand ils étaient capables d'avoir une descendance féconde. Un autre aspect un petit peu plus moderne montre que deux individus font partie de la même espèce quand le nombre de chromosomes est identique, quand les mêmes gènes sont présents, quand il y a un même nombre global de nucléotides sur chaque chromosome. Enfin, dernier critère qui dit qu'une espèce est une population adaptée à une niche écologique particulière, donc il faut que des individus vivent dans une zone particulière avec un climat, une alimentation spécifique et stable. C'est le cas donc de l'ours, dont on va voir un petit peu plus longuement l'exemple. Donc l'exemple sur lequel vous avez travaillé permet de se poser la question qu'est-ce qu'une espèce. En fait, là ici on a deux espèces qui se sont retrouvées, qui vivaient à des endroits différents, et qui ont eu une descendance. Alors ces deux espèces sont fondamentalement différentes, avec au niveau alimentation, au niveau morphologique de grandes différences, et pourtant ils ont réussi à se reproduire, à avoir une descendance fertile. C'est toute la question, la difficulté de la définition de l'espèce. On a bien deux espèces qui sont différentes, mais qui, en l'occurrence ici, si l'isolement géographique se casse, peuvent retrouver une descendance fertile. Je terminerai rapidement avec les deux mécanismes qui permettent la formation des espèces, donc la spéciation, l'isolement géographique comme on l'a vu avec la salamandre, avec deux populations qui s'isolent par rapport à une vallée centrale, ou ici dans un lac africain, des populations qui vont, grâce à l'alimentation, donc un isolement au niveau de l'alimentation, vont se retrouver dans des zones différentes et évoluer différemment.
Je termine par cette carte mentale qui reprend tout ce qu'on a vu précédemment, toute la modification du vivant avec modification du génome, et ici sans modification du génome, et ici le filtre, dérive génétique et sélection.